Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, il y a pas mal de choses à dire, pas mal de points à évoquer aujourd'hui, que ça soit sur BTC avec la clôture daily qu'on a réalisée. Est-ce qu'on a break ce range ou pas? On verra ça en détail. On parlera bien sûr d'Ether, les altcoins, on verra les cryptos qui sortent du lot, les cryptos qui sont intéressantes face au BTC actuellement. On verra s'il y a des setups également sur du court terme. On fera une analyse de l'order flow, on répondra à la question du jour, et on va surtout commencer direct maintenant par les annonces économiques que je n'ai pas évoquées hier. Le plus important cette semaine, alors bon, on a la dernière estimation du PIB aux États-Unis, mais le plus important ça va être le corps PCE qui tombera vendredi. C'est toujours une data qui est très surveillée, que ce soit par la Fed pour sa prise de décision concernant les potentielles baisses de taux d'intérêt qui arrivent fin d'année 2025, et pour les investisseurs. Donc voilà, c'est une data qui est très importante, très surveillée, qui a de l'impact sur les marchés en fonction de si on a des résultats au-dessus ou en dessous des attentes, parce que ça c'est des annonces qui sont pricées, d'accord, puisqu'on a des estimations qui sont prévues. C'est pas comme par exemple ce que peut dire Jérôme Powell pendant son discours, c'est pas comme le contexte géopolitique où on a des choses qui sont inattendu, d'accord, on ne peut pas savoir qu'ils vont avoir lieu. Que là, le corps PCE, cette annonce-là, on sait qu'elle va tomber, il y a des estimations. Maintenant, ce qui peut faire bouger le marché, c'est si on a des estimations au-dessus ou en dessous des attentes. Donc, idéalement, on veut une baisse de l'inflation pour avoir, bien entendu, un assouplissement au niveau de la Fed, et qu'on ait tout simplement une baisse des taux, ce qui nous permet de tout simplement stimuler l'économie. Je rappelle, quand on augmente les taux d'intérêt, c'est pour ralentir l'économie. Quand on baisse les taux d'intérêt, c'est pour stimuler l'économie, mais c'est un curseur qu'il faut ajuster. Faut pas aller trop vite, faut pas aller trop lentement, sinon bien sûr c'est le marché qui en subit les conséquences. Alors, le marché, bien sûr, après la vie de manière générale, pour énormément de monde, c'est juste ça. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte parce qu'ils sont pas dans l'économie, mais tout est lié, bien entendu. Alors, je commence ici par le BTC. C'est intéressant la clôture daily qui nous a faite hier. Pour moi, ici, on a, on va dire, un sauvetage miraculeux du break de ce niveau de support. Si je me mets ici en H4, voilà, on voit que en H4, bien sûr, c'est clôturé. Moi, au vu ici du range, je veux une clôture daily. Donc pour moi, si je prends ici la ligne de coup, notre bad range qui est ici, on n'a pas une clôture en dessous, et on a ici une réaction acheteuse quand même qui est notable à partir du moment où on a une mèche qui représente plus de 50% de la bougie. On est revenu chercher ce niveau de support, le niveau des 99 000 $. On a une bonne réaction acheteuse en fin de soirée. Maintenant, attention, c'est pas parce que je vous dis que ça y est, la clôture est bonne, que to the moon, c'est reparti, etc. C'est sûr, on est sur des niveaux de support intéressants pour potentiellement prendre des longues. C'est un fait. Maintenant, attention, on reste dans une dynamique baissière sur du court terme. On témoigne ici les moyennes mobiles. Donc, quelqu'un qui cherche un long sur du swing, oui, on est dans des bonnes zones. Que ça soit quand on était hier à ce niveau-là, ou lorsqu'on est encore à ce niveau-là, on est sur un niveau de support. Et dans un range comme ça, c'est classique, on cherche des longues au niveau de l'extrémité basse, et on cherche à prendre des profits ou des shorts au niveau de l'extrémité haute. Donc c'est sûr, je le disais ici, si vous devez paniquer tôt, c'est pas qu'ensuite on a une baisse violente, c'est pas qu'on revient chercher des niveaux de support qu'il faut paniquer. Là, je m'entends sur du court terme. Quelqu'un qui panique ici sur du long terme en weekly, il y a rien de mal, d'accord? C'est comme paniquer ici après avoir fait un moins 15%, c'est pas grave, puisque après, on fait ici un moins 73%. Donc ça, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Ça dépend bien sûr des unités de temps et la période dans laquelle vous tradez, vous investissez. Maintenant, selon moi ici, oui, on est sur un niveau de support, et il peut y avoir des opportunités d'un point de vue swing trading. Maintenant, je préférais attendre une meilleure réaction acheteuse, notamment repasser au-dessus des moyennes mobiles court terme, au moins le tunnel 15 minutes qui fait office de résistance depuis un moment. On est ici sur quand même un rebond en V-bottom qui peut être amené à être retesté pour transformer ça en W. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est la traîne reste baissière avec des sommets de plus en plus bas, un 15 minutes qui fait office de résistance, à 1 heure qui également cross le tunnel H4. Donc, il peut y avoir des opportunités de longue, par contre ça doit être accompagné d'une invalidation et une bonne gestion de risque, parce que si on commence à perdre ce niveau-là, je vous l'ai dit, si on s'installe sous ce niveau-là et qui ne tient pas, pour moi il y a de grandes chances de revenir chercher ici 91 500 $, ce qui fait quand même un écart assez important de 10% entre les deux niveaux. Donc je suis pas baissier sur le long terme, moi, sur Bitcoin. Je vous dis juste, je suis prudent. J'ai réduit mon exposition. Réduire son exposition, ça veut pas spécialement dire être baissier. Ça veut pas spécialement dire que je crée au bear market. Hier, ça m'a fait rire quand j'ai déterminé des targets. Et je vous ai toujours dit, c'est-à-dire mes targets long terme en cas de crise majeure, en cas de baisse majeure, ce qui n'est pas la chose la plus probable. Vous vous rappelez la vidéo que j'avais faite où je vous avais dit les probabilités. Je sais plus à quel moment je vous l'ai faite. Je pense qu'on était à peu près dans cette zone-là. Par là, dans cette zone-là, je vous avais dit, on a, selon moi, 40% de chance
de repartir en bull market, faire un nouvel ATH, break 120, 130 000 $, 40% de chance de rentrer dans une phase de latéralisation, comme on a ici, et 20% de chance de rentrer dans un bear market plus profond, break les 75 000 $ et retourner plus bas. Ça, à partir du moment où j'ai ces pourcentages-là, qui se basent sur mon expérience, mon analyse, le contexte économique, géopolitique, et j'en passe, ça fait que j'ajuste mon curseur d'exposition. Si j'étais ici à 100%, bah bien sûr je serais all-in, bien sûr ça serait, ça y est, je serais all-in, to the moon, et j'aurais de fortes convictions. Maintenant le fait d'être à 40%, en range également, c'est ce que j'évoque ici, je vous dis, je suis pas spécialement baissier, mais je préfère réduire mon exposition, parce que je ne veux pas subir un drawdown si on retourne chercher l'extrémité basse, qui peut être un moins 20%. Je veux pas non plus, au cas où ce scénario se réalise, être bloqué et ne pas avoir pris mes profits sur l'extrémité haute. Donc c'est pour ça, je réduis mon exposition, et quand j'évoque des targets 75 000 $, très bonne zone pour du long terme, ou 50 000 $, je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que il y a quand même un pourcentage qui est présent, il est faible certes, mais je dois toujours l'évoquer. Et je vous ai toujours dit, dans mes analyses, dans ma façon de faire, investir, trader, je prends tous les scénarios possibles. Et comme ça, quand le scénario arrive, je me dis pas, waouh, je l'avais pas prévu, voilà, je suis vraiment dans la merde. Non, c'est pas du tout le but. Et ça, pour moi, ces pourcentages sont toujours d'actualité parce qu'on est sur du long terme. C'est pas des pourcentages qui vont varier comme ça du jour au lendemain, bien entendu. Et pour moi, au vu de la réaction qu'on a sur l'extrémité haute, je dirais même qu'on a plus de chances ici de rentrer dans un range. En tout cas, en témoigne la charte avec cette réaction vendeuse sur l'extrémité haute. Donc, souvenez-vous de ces probabilités que j'avais réalisées. C'est pas pour faire peur, c'est pas pour faire le mathématicien ou j'en passe. C'est selon moi mes convictions. Et je pourrais jamais vous dire 100% de chance ici, 0 ici, 0%. Non, parce que ça, c'est pas possible. Je peux vous dire que oui, on a plus de probabilité de range, voire de continuer à la hausse que de rentrer en bear market. Pourquoi? Parce qu'on est dans un flux qui est haussier, dans une tendance haussière, on a une adoption des cryptos et surtout du BTC, ça c'est clair. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on peut ignorer qu'on peut rentrer dans un bear market. Et c'est pour ça que j'ai toujours du cash, et c'est pour ça, comme je l'ai dit, j'ai réduit mon exposition ici, potentiellement pour re-rentrer, si on a des retracements, si on retourne chercher des niveaux, ou même si on a des signaux qui sont positifs au cas où on a une reprise acheteuse, mais pour le moment, je préfère me méfier et mettre des ordres en mode épuisette, comme j'ai pu le faire, notamment sur Hyperliquid, où j'ai certains ordres qui sont faits exécuter. Maintenant, sur BTC, je maintiens ce que je dis, on est ici sur un niveau de support, et on a plus de chances d'avoir une réaction acheteuse tant qu'on n'a pas une clôture et une invalidation sous ce niveau de support. Par contre, oui, c'est sûr, si on perd ce niveau-là, comme je l'ai dit, l'objectif, 91 500 $. J'en ai beaucoup qui sont revenus vers moi, qui m'ont dit, oui Nico, là, au vu du contexte de marché, je suis en train de retravailler mon portefeuille, hein. J'essaye d'avoir 6 cryptos, 4 cryptos, donc voilà, ça va être une partie en BTC, une partie en Ether, et c'est bien, ça faut le faire. Alors, attention, faut pas spécialement le faire à chaque fois qu'il y a une baisse, parce que c'est souvent pendant les baisses que les émotions peuvent prendre le contrôle et on change tout notre portefeuille. Non, c'est en permanence, on se doit se dire, ok, est-ce que mon portefeuille est en adéquation avec ma stratégie? Par contre, si vous dites non chaque jour, il y a un problème, d'accord? C'est quelque chose que vous pouvez changer tous les 3 mois, tous les 4 mois. Par contre, si toutes les semaines vous remodifiez votre portefeuille, non, là-dessus il y a un problème, d'accord? Mon portefeuille, je le modifie pas toutes les semaines, je vais le modifier tous les 3, 4, 5, 6 mois, d'accord? Mais même tous les mois, je ne modifie pas mon portefeuille. Mais ça, c'est un point important de prendre du recul là-dessus. Maintenant, sur BTC, même sur les cryptos de manière générale, on reste dans un flux qui est baissier, comme je l'ai dit, en témoigne ici les moyennes mobiles, d'accord, 15 minutes toujours orienté à la baisse, le 1 heure qui crosse le 4 heures à la baisse, on a également des niveaux d'intérêt ici, point pivot monthly, 103 300 $, c'est une bonne zone si on y va pour chercher des shorts, on a une très bonne zone ici de localisation, là on vient racler tous les stops, à ce niveau-là, on a cette confluence entre tunnel 4 heures, tunnel 1 heure, point pivot monthly, là franchement si on y va et qu'on a une réaction vendeuse, c'est une zone d'intérêt de weekly. C'est-à-dire moi cette semaine-là, si je dois prendre un trade entre intraday et swing, d'accord, entre les deux, cette zone d'intervention est pertinente selon moi. Voilà, sachez-le. Voilà. En plus, on voit bien, c'est un pressant niveau de support qu'on a fait pour résistance. Bon, alors je dis pas que tout porte à croire que le marché va aller là. Par contre, en tout cas, si on y va, il y a plus de probabilité selon moi d'avoir une réaction vendeuse. Par contre, je vais l'attendre la réaction vendeuse pour avoir une preuve que mon analyse est bonne. Ensuite, quand le marché me donne raison, je rentre en position, bien entendu. Mais voilà, pour moi, c'est la grosse zone d'intérêt pour cette semaine. C'est si on va chercher ce niveau-là. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre sur BTC en prenant ici, en cherchant des shorts dans ce flux qui est baissier, à moins qu'on reparte ici dans un flux baissier et qu'on a des pullbacks à l'intérieur du tunnel 15 minutes, comme on a eu ici. Bah là, bien sûr, il peut y avoir des opportunités de short. Au niveau de l'order flow, on retrouve des fundings négatifs. Souvent, qu'on a des fundings négatifs, c'est signe de bottom. Alors, c'est pas systématique, hein, mais souvent, c'est plutôt favorable de poser
des bottoms avec un funding négatif. En tout cas, on a rarement posé des bottoms avec un funding positif. Même quand on a un funding positif qui est trop haut, c'est souvent des signes de top ou de ralentissement du marché. Donc voilà, en tout cas, on a quand même liquidé un peu de monde. On en parlait de ça la dernière fois, de cette contraction au niveau de la liquidité. Ici, on le voyait bien, qu'on était dans une phase de contraction. Voilà, on a ici un pic de liquidation qui est quand même assez important. Je vous l'ai montré également qu'on a ici un retour un peu de la volatilité qui n'est pas, alors qui se fait plus sur les unités de temps court terme ici en 4 heures, mais pas spécialement en daily. On témoigne également cet indicateur qui nous permet de mesurer la volatilité. Et ouais, assez étonnant que là on n'a pas un pic, ça nous montre que on n'a pas spécialement un marché qui est fort, enfin un BTC qui est très volatile. On verra lorsqu'on aura un flash violet sur cet indicateur, ça nous indiquera attention, on est dans une phase de faible volatilité, et souvent, comme on le voit ici, comme on a ces creux là, c'est souvent une phase où le marché peut réaliser un fort mouvement. Vous voyez ici, faible volatilité, bam, ça part. On peut pas savoir si c'est à la hausse ou à la baisse, mais en tout cas, c'est intéressant pour avoir une base et se projeter. Voilà de mon côté sur le BTC. Là-dessus, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Au niveau d'Ether, on est revenu chercher le point d'intérêt. Vous voyez, ce niveau, je vous parlais entre les 2100, 2200 dollars. Alors là, j'ai tracé un trait, mais c'est une zone d'intervention. Hein. Les niveaux de support, de résistance, on ne trace jamais des traits au dollar près. C'est des niveaux d'intervention. Pour moi, ce niveau d'intervention est entre les 2100 et 2200 dollars. Je vous ai dit que si je dois chercher des longues sur Ether, c'est dans cette zone de localisation. Idéalement, j'aimerais bien pareil avoir une réaction acheteuse parce que pour le moment, on se fait rejeter dans le tunnel 15 minutes. Mais là, on est dans une zone qui doit être défendue par les acheteurs parce que c'est un niveau clé. Hein. Voilà, c'est clairement un niveau clé. Hein. De 2200 à 2100. Alors, on pourrait même pousser à 2000 dollars si je me mets ici en 2 semaines. Ouais, on pourrait pousser jusqu'au 2000 dollars. Globalement, c'est cette grosse zone d'intérêt qui doit être défendue. Si on commence à perdre ce niveau-là, ne pas avoir le momentum, commencer à réintégrer, ça serait pas bon. Après, le problème c'est que c'est pas bon, sauf que on revient rapidement chercher des gros niveaux de support où moi je vous ai dit quand on était là que le marché reste globalement sous-évalué. Donc vous voyez, c'est un curseur, c'est pas facile le marché à trader quand on a comme ça des cassures de niveaux de support, mais qu'on revient très rapidement chercher des niveaux d'intérêt selon moi sur du long terme. Mais ouais, globalement il y a deux zones, il y a cette zone d'intervention, puis après si on revient chercher cette zone là au niveau des 1600 dollars et entre, soit j'attends une réaction acheteuse, mais je préfère être prudent. Et comme je vous l'ai dit ici, hein, sur du court terme, Ether c'est baissier, pareil avec les moyennes mobiles, ici orienté à la baisse. Donc de la même manière, on revient chercher des niveaux de support sur du long terme, mais pas de signaux de bottom pour le moment. Alors au niveau des altcoins, il n'y a pas spécialement de grosses altcoins qui sortent du lot. Alors, on le voit bien aujourd'hui, on le voit bien ici sur la semaine, hein, il n'y a pas une altcoin qui se décorrèle totalement. Bon, on a Kaspa qui fait à la limite une bonne journée, mais il n'y a pas de grosses cryptos qui surperforment le BTC. Même les cryptos fortes sont un peu calmées. On le voit bien ici avec Hyperliquid qui reste dans un flux long terme haussier sur Hyperliquid, face au BTC. Ça c'est un fait, mais sur du court terme, on voit qu'on a eu une petite phase de retracement. AVE c'est pareil, même si la charte a très bien surperformé le BTC, sur du court terme c'est pas terrible. On a TRX qui est plutôt pas mal, on le voit ici avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Ensuite la plupart des altcoins c'est moche, hein. On voit bien, à part du AVE Hyperliquid qui sur du long terme sont pas mal, du DOT c'est moche, hein. LTC c'est moche, NIR, Kaspa, Hondo, la plupart des altcoins face au BTC sont moches. C'est pour ça, mon point de vue ne change pas actuellement, on est dans un contexte où faut se concentrer sur les altcoins fortes. Il n'y en a pas beaucoup actuellement, et vous allez souvent m'en entendre parler parce que on est ici sur du moyen long terme, donc automatiquement, une altcoin forte ne va pas devenir faible du jour au lendemain. Mais actuellement, les altcoins fortes, c'est AAVE et BTC, et Hyperliquid. Alors je dis pas que actuellement c'est les plus fortes, mais en tout cas, parmi l'ensemble des altcoins que j'ai à l'écran, et la plupart des altcoins dans le top 100 de CoinMarketCap, c'est les deux plus fortes. Et de toute façon, on témoigne la charte, hein. Il suffit juste que je me mette sur la charte d'AAVE, que je mette des moyennes mobiles, hop, on voit bien que, même si sur du court terme, on a un affaiblissement, on a un prix qui évolue au-dessus du tunnel daily, au-dessus du tunnel 3 jours. Que si je prends d'autres cryptos qui sont déchirés face au BTC, le tunnel daily est baissier. Algo, le tunnel daily est baissier. ETC, le tunnel daily est également baissier, ça se voit. Voilà. Donc voilà, c'est là l'importance de prendre les cryptos les plus fortes et Hyperliquid. Bah, le tunnel daily est aussi. Toujours des ordres en mode épuisette de mon côté sur Hyperliquid. Dans toute cette zone-là, j'ai des premiers ordres qui sont faits exécuter, mais je garde du cash au cas où on va plus bas. Pour moi, Hyperliquid, ça reste un très bon projet. C'est la crypto, l'alcoin après BTC Ether où je veux et j'ai la plus grosse exposition. Pourquoi? Parce que j'ai des convictions, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue fondamental. Maintenant, attention, moi j'ai un prix moyen d'achat vers les 13 dollars.
qui a légèrement augmenté, bien entendu, parce que j'ai renforcé ici, mais c'est très léger, donc il n'a pas fortement augmenté, donc je suis beaucoup plus serein. Et ça, c'est quelque chose que je vous ai souvent dit, le timing, c'est quelque chose de très important. Une personne qui rentre ici ne sera pas autant à l'aise que moi sur une position où moi j'ai pu rentrer à 13 $, ce qui me permet d'être beaucoup plus flexible ici, et me permettre d'être plus agressif, de permettre certaines choses que quand vous rentrez en position et vous prenez un moins 30%, vous ne vous permettez pas. D'accord, ça c'est quelque chose qui est vrai. Ayez un bon timing et vous verrez, vous serez beaucoup plus flexible dans la gestion de vos positions, et ayez du cash également. Un bon timing, une bonne entrée avec du cash de côté, et vous verrez que le trade management, la gestion de vos portefeuilles, vous serez beaucoup plus à l'aise là-dessus. Sinon, ouais, pas spécialement d'alcool qui sortent du lot. On m'a demandé une analyse de Raydium. Je vais la faire. Hop. Bon, Raydium, c'est pas compliqué. On avait très fortement retracé là en 4 semaines. C'est ouf, hein. Des altcoins comme ça, prendre un moins 80% en 4 semaines, il y a qu'en crypto qu'on voit ça. Quoique, non, peut-être non, il y a pas qu'en crypto qu'on voit ça. Mais grosse perf là, baissier. On est revenu chercher un niveau d'intérêt. Puis le niveau d'intérêt ne change pas en fait. Ça ne change pas, c'est-à-dire tout ce qui revient là, c'est une bonne zone pour chercher des longues, avec une invalidation si on commence à s'installer en dessous. C'est-à-dire que si on commence à perdre les 1,2 $, vaut mieux se barrer, parce que là, on serait sur la sortie d'une grosse phase de latéralisation, d'un gros range, surtout ici, alors un range, on l'a break, on l'a réintégré, mais quand même un gros niveau de support, et il faudrait se barrer. Par contre, si on commence à rejeter, ici, réaction acheteuse, valider cette pattern de retournement, et alors on a un objectif ici, 4 $ à peu près, c'est la ligne de course de cette pattern de top, là, de cette phase de distribution, ce niveau de résistance. Si on commence à la réintégrer, après on peut viser ici un nouveau sommet. Mais prise de profit partielle au moins à ce niveau-là, ça reste une bonne zone, et je serais pas surpris d'avoir, pas des moyennes mobiles, je voulais pas mettre des moyennes mobiles, mais un retracement de fibre. Ah, vous voyez, pile sur les 0,382, donc cette zone-là, c'est un très bon point d'intérêt pour prendre des profits. On voit qu'on a presque rejeté au niveau des 0,382. Voilà, on a vu BTC, on a vu Ether, on a vu globalement les alts. Je reviens sur un point important. Ça, c'est primordial. Et si je peux vous le faire comprendre, alors, question du jour. Après, je vais aller sur cette charte. C'est vraiment important. Hier, je vous ai dit, attention à ne pas oublier de réduire son exposition, d'avoir du cash, et il y a une question, on m'a dit, oui Nico, c'est compliqué de clôturer ses positions quand on est en perte. D'accord? Ça veut dire quand on a une position qui est perdante. Et ça, c'est quelque chose où, mentalement parlant, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on se dit, je vais pas prendre des profits, je vais pas clôturer une position sur les cryptos alors que je suis en perte. Non, j'attends. Et pourquoi on se dit ça? Parce qu'on se dit, on vend à perte. Sauf que, est-ce que c'est mieux de vendre à une petite perte, admettons, qu'une grosse perte? C'est-à-dire que, c'est quoi la différence entre la personne qui est rentrée avec 1 000 $, qui a transformé ça à 2 000 $, d'accord? Et le marché a baissé, et actuellement, il est à 1 700 $. Il est en positif de 700 $. Mais, par rapport à son plus haut, il est à moins 300. Et la personne qui est rentrée avec 2 000 $ et pas 1 000 $, et qui est à 1 700 $. Vous voyez? Certes, cette personne, elle est en perte, cette personne, elle est en gain, mais dans la tête de cette personne, elle peut se dire, je clôture ma position. J'ai une petite perte, mais c'est pas une perte sur ma plus-value, c'est une perte par rapport au point le plus haut que j'avais de ma position, je clôture. Cette personne-là, elle a la même somme, mais elle va se dire, ok, moi par contre je suis à moins 300, je ne clôture pas, parce que c'est compliqué de vendre à perte, je ne peux pas. Et au final, ce 1700 peut se retrouver en 1400, en 1200, en 1000, etc., etc. Et au final, parce qu'elle s'est dit, je ne vends pas à perte, parce que non, c'est hors de question de prendre une perte sur les cryptos, non. Et mais au final, elle dégrade son capital. Et je vous rappelle, la chose la plus importante, c'est de préserver votre capital. Donc, il n'y a pas de mal de vendre à perte, si c'est pour acheter plus bas, si c'est pour éviter de subir un drawdown plus important. Et je sais que c'est dur, parce qu'on se dit, ah non, c'est hors de question, j'ai pas acheté pour revendre plus bas que mon achat. Sauf que si c'est pour éviter, alors c'est sûr, si vous vendez à perte sur un gros niveau de support weekly, monthly, non. Par contre, si vous vendez à perte parce que vous avez une mauvaise entrée, parce que vous avez mal géré, parce que au pire vous avez cassé un gros niveau de support, par exemple, quelqu'un, je reprends ça les fans de OS, où je me fais insulter à chaque fois que je parle de cette crypto, mais carrément faut que je me mette dans logarithmique tellement la charte elle est moche, et pour vous rendre compte, parmi le top de 2021, on est sur un moins 97%, et ça, pour vous recontextualiser, c'est le crash Covid 2020. Crash Covid 2020, BTC est à 3 000 $. D'accord? Vous vous rendez compte, c'est comme si là, sur BTC, on était revenu sous les 3 000 $, et au vu de la baisse, on était carrément à 500 $. La personne qui, qui rentre ici, et qui se dit, ok, je sors là. Or, c'est sûr, elle sort avec une bonne perte, ici, moins 50%,
Mais est-ce que c'est mieux de sortir avec moins 50% ou de se retrouver ici à moins 85%? Et en plus de ça, parce que on prend en compte la perte qui est plus importante, mais surtout, c'est que le capital qu'il aurait pu récupérer ici, eh ben, si c'est possible, il aurait pu le mettre dans une autre crypto, dans un autre rendement ailleurs, et ne pas l'immobiliser pendant toute cette période de temps, 2022, 2023, 2024, 2025. Donc, essayez pas de vous raisonner en vous disant, je vends à perte, c'est trop dur, nanana, etc., je le fais pas. Il n'y a pas de mal de vendre à perte. Bien sûr, maintenant, après, tout est une question de situation. Là, je réponds de manière globale à cette situation. On m'a dit, oui, Nico, je vends à perte. Bah non, c'est hors de question. Bah, ça dépend. Si ta petite perte se transforme en plus grosse perte, est-ce qu'au final, c'était pas judicieux de vendre à perte? Tout est une question de contexte. C'est à vous de réadapter ce que je dis là en fonction de vous. Je termine avec la question du jour. Vous voyez, en ce moment, on fait un peu plus de psychologie que d'analyse technique, mais c'est plutôt pas mal. C'est comme ça qu'on apprend également. Et puis, bon, de l'analyse technique, il y a tout le monde qui en fait sur Internet. Je vous rappelle que un analyste, hein, d'un point de vue technique, en 3 mois, 6 mois de formation, voilà, il s'en sort. En 6 mois de pratique, il n'y a rien de compliqué. Par contre, un vrai trader qui a la psychologie, qui a le mindset, qui a la connaissance, qui a voilà la manière et j'en passe, ça prend bien sûr des années. Et bah, j'essaye un peu plus de vous apprendre ça, tout en bien sûr faisant de l'analyse technique, parce que je sais que c'est important. Et bah, c'est la base aussi du trading. Alors, il n'y a pas que ça à prendre en compte, mais c'est un point important. Alors, Edouard qui me dit une question. Je suis à moins 50% aujourd'hui par rapport à mon entrée en novembre-décembre. Donc novembre-décembre, c'est globalement novembre-décembre ici. Alors je suis où octobre-novembre. Donc déjà, première question. Je pense que t'es arrivé sur les cryptos à ce moment-là. Alors, il y a deux phases. Il y a deux situations. Soit tu ne connaissais pas les cryptos et t'es rentré en octobre-novembre, parce que, novembre-décembre même, donc, au top. En gros, t'es arrivé là. Parce que t'as entendu parler des cryptos pour la première fois. Ce qui peut être le cas de pas mal de personnes et y a pas de mal, c'est-à-dire que t'entends parler des cryptos, t'y connais rien, tu vois qu'il y en a qui font des gains, en général t'achètes, et c'est à partir de là que t'apprends, parce que t'achètes le top, et t'achètes pas la bonne zone, et c'est là où t'apprends, que tu te formes, et soit t'abandonnes, tu passes à autre chose, tu prends ta perte, et ce qui est rare en général, soit il y en a qui hold, soit il y en a qui apprennent, bon il y a plein de cas, la meilleure chose c'est de... la plupart des gens ne prennent pas leur perte parce que ils hold ou voilà, ou ils se font liquider, à la limite c'est forcer la prise de perte, mais la meilleure façon c'est de se former, de se renseigner et se rendre compte que t'as pas acheté au meilleur endroit, ce qui est une vérité. Alors soit la deuxième situation c'est que tu connaissais les cryptos depuis 3-4 ans, le pire c'est que t'as acheté ici, t'as acheté par là peut-être, t'as tout revendu et tu t'es dit je reviens plus tard, et tu reviens au pire moment. Alors ça il y en a qui reviennent à l'ATH, qui vendent au point le plus bas et qui reviennent à l'ATH et qui font ça chaque année. Bon, en tout cas t'es pas arrivé au bon moment. Je suis à moins 50% aujourd'hui par rapport à mon entrée en novembre-décembre. J'ai dérisqué au moment où tu nous en as parlé, je suis donc environ 65% crypto. Donc 35% cash. Ma question, comment tu gérerais ta poche de 35% de liquidité pour les re-rentrer sur BTC? Par exemple, quel pourcentage sur des niveaux de 50 à 72 où on a très peu de chances d'aller? Et quel pourcentage re-rentrer, par exemple, à 92K? Alors, j'ai envie de dire, là-dessus, chaque profil est différent. Et tu vois, toi qui es à moins 50%, moi, si j'étais à moins 50%, je vais pas me comporter de la même manière sur mes nouvelles entrées de mes 35%. Comparé à moi, qui suis pas du tout à moins 50% et qui a un prix moyen d'achat sur BTC à 25 000 $, qui a augmenté parce que je m'étais positionné sur les 75 000 $, mais qui est en positif. Donc déjà, tout est une question de contexte. C'est-à-dire moi, comme je l'ai dit, je peux être beaucoup plus agressif sur mes entrées parce que j'ai du cash, parce que j'ai des entrées qui sont très intéressantes, et ce qui me permet que même si je fais une petite erreur, ça sera compensé par mes entrées précédentes et parce que j'ai du cash également de côté. Ici, quand tu nous parles que tu es à moins 50%, déjà, la question c'est, t'es à moins 50%, mais tu as dû te positionner sur des altcoins. Donc, c'est un fait. Si tu es rentré ici et que tu nous parles de moins 50%, t'es rentré sur des altcoins. Donc, tu as réduit ton exposition sur les altcoins, tu as réduit ton exposition sur BTC. Au final, tu switches tes positions des altcoins vers BTC. Vous voyez, c'est compliqué. Et surtout, alors oui, rentrer à 91 500 $, ça peut être une bonne zone. Maintenant, c'est pas la meilleure zone sur du long terme. La meilleure zone sur du long terme, c'est des niveaux comme là, lorsqu'on est revenu chercher là, voire plus bas. Maintenant, la question c'est, est-ce que on va y revenir? Parce que si on n'y revient pas, le risque, si on n'y revient pas, c'est que on fait ça et on part. Et là, tu n'es pas rentré en position, et pire si t'es 100% altcoin et que ces altcoins ne performent pas, c'est là où tu risques de FOMO. Donc, il n'y a pas de réponse miracle. Pour moi, la meilleure chose, c'est déjà, ok, t'as 35% de liquidité, c'est quelque chose de bien.
ok, tu as du cash qui est disponible, concentre-toi sur les cryptos où tu as le plus de conviction, d'accord? Fais une liste, dis-toi pourquoi tu veux rentrer dans ces cryptos, et tu dois avoir une réponse à ce pourquoi, d'accord? Si ce pourquoi c'est parce que j'en ai entendu parler, parce que c'est un ami, nanana, c'est faux. Tu dois avoir de fortes convictions dans une crypto, c'est ça qui va te permettre de maintenir ta position. Fais cette liste-là, prends-en pas 40 000, d'accord, prends-en 3-4, ça suffit, et ensuite établis un plan avec des zones d'entrée. Et tu peux fractionner, tu peux mettre par exemple 15% ici, 20% ici, 20% plus bas, voilà, ça c'est à toi de voir en fonction de l'exposition que tu veux avoir, et prends toujours le pire cas. Dis-toi, ok, admettons je rentre ici, admettons je fais all-in ici par exemple. Est-ce que j'accepte, mentalement parlant, à partir de mon entrée, un moins 40%, moins 50% sur le reste de ma position? Si tu me dis non, alors ne fais pas all-in. Voilà, réduis ton exposition. Ah, tu fais pas all-in, tu rajoutes que 20%. Est-ce que là, ça te dérange? Là, tu vas peut-être dire non. Ah, ok, c'est déjà, tu vois, ta gestion de ton exposition, elle est déjà plus professionnelle. Surtout que tu auras du cash comme ça pour rentrer plus bas. Et après, pose-toi la question du coup. Ah, mais du coup, tu rentres à 20%. Qu'est-ce que ça fait si tu rentres à 20% et que le marché explose? Est-ce que tu vas t'en vouloir le fait d'avoir pas fait all-in, tu vois? C'est des réponses comme ça des questions comme ça que tu dois te poser, des réponses que tu dois avoir pour établir le bon curseur pour que ça soit pas trop peu au cas où on part et beaucoup trop au cas où on va à la baisse. Je peux pas savoir si on va aller à la hausse, je peux établir des probabilités comme je l'ai fait, je peux associer également ces probabilités au pourcentage que tu vas mettre dans ces zones-là, mais tu dois prendre en compte tous les scénarios. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions comme ça, moi c'est avec plaisir que j'y réponds et je pense que ça peut vous aider. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, rejoignez le Discord si vous voulez discuter et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.